De nos jours, il est plutôt relativement facile de consulter un médecin ou bien d'être pris en charge en milieu hospitalier. À l'époque médiévale, c'était une autre paire de manches. Il faut dire que pendant 1000 ans, la médecine au Moyen-Âge s'est peu à peu enrichie de connaissances et de découvertes avec des phases contrastées d'essor et de stagnation. Entre superstition, charlatanisme, hygiène et traitement plus que douteux, retour sur l'histoire de la médecine au Moyen-Âge ainsi que sur les habitudes étranges qui se pratiquaient régulièrement à cette époque. Les médecins au Moyen-Âge sont généralement des personnes issues du clergé. Il faut dire que les membres de l'Église disposent d'un statut social bien supérieur à celui du commun des mortels, et ce dans plusieurs domaines, dont celui de la médecine. Si l'on retrouve des ecclésiastiques dans celui-ci, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils se confondent très souvent avec le religieux. Ainsi, il n'est pas rare qu'un grand nombre de remèdes ne soient au final qu'une simple prière ou bien une procession, notamment lors des épisodes de peste noire. Un fléau qui décime tout de même entre 30 et 50% de la population européenne. Face à cet afflux de morts, les prêtres et autres membres d'église chargés de la médecine à cette époque n'ont pour simple réponse que celle des évangiles, ou plusieurs remèdes qui nous paraîtraient ridicules de nos jours, notamment la pratique des saignées ou bien le fait de brûler du bois aromatique dans les maisons. Pourtant, à l'époque, cela paraît logique, car on assimile la mauvaise odeur à la maladie. Il est donc tout à fait recommandé, par exemple, de s'asperger de parfum afin de se protéger d'éventuelles maladies. Un conseil qui a sans doute aidé des patients à sentir moins mauvais, mais certainement pas à survivre. Pire encore, d'autres consignes consistent à faire prendre des vomitifs et laxatifs aux patients afin de les purger et d'éliminer le mal qui est en eux. Sauf que là encore, non seulement ces pratiques médicales ne guérissent pas, bien au contraire, elles accélèrent le décès des mourants. En parlant de purge, on ne peut évidemment pas passer à côté de l'un des plus célèbres traitements proposés au Moyen-Âge, la saignée. En quoi consiste-t-elle exactement ? Eh bien en fait, à l'époque médiévale, on pense que si une personne est malade, c'est parce que son sang est mauvais et contaminé. Raison pour laquelle il faut donc en enlever afin de soigner ce même patient. Le gros problème, c'est que cette purge se fait souvent en très grande quantité. Résultat des courses, cela a généralement pour effet de tuer la personne après l'avoir considérablement affaiblie. C'est, on peut le dire, le traitement phare du Moyen-Âge, puisque de nombreux charlatans, médecins je veux dire, recommandent cette technique pour rester en forme, ou bien pour se remettre d'aplomb. Oubliez donc dès à présent nos cures modernes de vitamines. Si de nos jours on utilise comme antiseptique de l'alcool ou de la bétadine, à l'époque médiévale on préfère un remède plutôt original, en l'occurrence l'urine. L'urine qui est donc considérée au Moyen-Âge comme un puissant antiseptique. Raison pour laquelle de nombreux chirurgiens recommandent de nettoyer toutes les blessures de guerre avec ce liquide corporel. Et en parlant de chirurgie, oubliez tout de suite l'aspirine et autres traitements pour les migraines, car il y a une technique chirurgicale qui est souvent considérée comme appropriée pour les maux de tête. Eh bien c'est tout simplement la trépanation, qui consiste à percer l'os du crâne, et ce afin de soulager une pression intracrânienne après un traumatisme ou bien un accident ayant entraîné une importante hémorragie cérébrale. Bon, à l'époque, on s'en sert également pour soigner l'épilepsie ou bien les troubles mentaux. Bien que cette technique existe depuis le néolithique, le manque d'asepsie, en l'occurrence l'absence de mesures de protection quant aux infections, est souvent fatal à un patient déjà bien mal en point. Au Moyen-Âge, il existe de nombreuses superstitions. L'une d'entre elles indique que si l'on ne prie pas assez Saint-Fiacre, il est possible d'attraper des hémorroïdes. D'où est née cette croyance
envers ça, eh bien elle provient d'une légende dans laquelle des moines atteints d'hémorroïdes se seraient assis sur le rocher de Saint-Fiacre, et qui du même coup auraient été miraculeusement guéris. Et si l'aide de Saint-Fiacre n'est pas suffisante, les patients atteints d'hémorroïdes peuvent alors suivre une cure bien particulière contre ces désagréments, celle qui consiste à les brûler au fer rouge. Un remède plus que douloureux qui sera par la suite remplacé par des bains de siège aux limaces. Je vous laisse donc choisir entre le fer rouge ou bien les limaces visqueuses. Les chirurgies de l'époque sont bien souvent extrêmement dangereuses. La faute à une connaissance approximative du corps humain qui ne permet pas de mener à bien toutes les opérations. Et quand le malheureux patient ne périt pas à cause des coups de scalpel approximatifs du chirurgien, c'est bien souvent l'anesthésiant lui-même qui se charge de l'envoyer ad patres. Un anesthésiant généralement préparé à base de plantes, de vin et d'opium, et ce afin de donner au malade une sensation de bien-être, l'empêchant du même coup de souffrir. Au XIIe siècle, c'est un certain Roger de Parme qui donne la recette d'une éponge soporifique imbibée de jus de jusquiame, d'opium et de chanvre indien. Une éponge qui est tout d'abord imprégnée du suc des plantes précitées et qu'on laisse ensuite sécher. Au moment de l'utilisation, elle est mouillée avec de l'eau très chaude et appliquée sur le visage du patient en veillant à recouvrir convenablement la bouche et le nez. Cette éponge chaude permet d'exhaler les principes actifs des plantes et d'agir ainsi par imprégnation des muqueuses nasales et buccales. Sauf qu'avec cette méthode, qui reste assez difficile à doser, il n'est pas rare de constater que le patient succombe à l'anesthésie. La faute à une allergie mortelle à l'un des composants de l'anesthésiant ou bien à des complications majeures hémodynamiques, raison pour laquelle elle est totalement abandonnée à la Renaissance. En ce qui concerne les problèmes de dentition, pour ceux qui ont la mauvaise surprise d'avoir une carie, eh bien la prise en charge est, disons-le, assez particulière. En effet, à l'époque, la plupart des dentistes sont en fait des barbiers. Ils travaillent sur les foires et les marchés et arrachent souvent plus de dents que nécessaire. Et leur nature nomade les protège des patients qui n'auraient pas été satisfaits de leurs bons soins. Une théorie très répandue est celle des humeurs. Selon cette théorie, héritée de l'Antiquité, le corps humain serait composé des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et chacun de ces éléments posséderait une qualité, c'est-à-dire froid, chaud, humide et sec. Et pour que le corps se porte bien, tout doit être en parfaite harmonie, le moindre déséquilibre entraînant des sauts d'humeur et des maladies. L'eau est ainsi caractérisée par la lymphe, donc tout ce qui touche au cerveau, le feu par la bile jaune que l'on trouve au niveau du foie, la terre par la bile noire contenue dans la rate et l'air correspondant lui au sang. Chacune de ces significations se rapporte à un tempérament en particulier. L'eau froide et humide désigne un caractère imperturbable. Le feu, quant à lui, chaud et sec, est plus enclin à la colère. La terre froide et sèche caractérise un tempérament mélancolique, contrairement à l'air chaud et humide qui décrit plutôt un comportement gai et sanguin. Quoi qu'il en soit, en cas de déséquilibre, il faut toujours, selon la théorie des humeurs, traiter un mal par son contraire. Au vu des traitements plutôt étranges, voire dangereux qui ont cours au Moyen-Âge, on peut tout simplement se considérer chanceux de n'avoir pas vécu à cette période. Bien que les médecins de l'époque étaient parfois sur la bonne voie, il est tout de même plus aisé et moins dangereux de désinfecter une plaie plutôt que de couper une jambe. En tout cas, c'est bien grâce à toutes ces erreurs et aux conclusions qui en ont découlé que des progrès médicaux et chirurgicaux ont pu se faire, et ce afin d'en arriver à notre médecine moderne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à la partager. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres remèdes médiévaux pour le moins farfelus. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un autre docu ou tout de suite si vous souhaitez regarder une autre vidéo de la chaîne.